Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus depuis les studios de Réaction 19. Ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter François-Marie Perrier qui figure sur la liste La Ruche citoyenne. François-Marie, soyez le bienvenu. Merci Raphaël. Alors, avant de présenter La Ruche citoyenne et de voir son programme, pourrez-vous vous présenter aux auditeurs, en fait, pour ceux qui ne vous connaissent pas? Quel est votre parcours, d'où vous venez? Alors, je suis franco-italienne. Ma mère est arrivée en France à 22 ans. Elle a choisi la France, hein. J'ai un parcours de prof, CAPES italien, enseignant aussi de français, de latin. J'ai démissionné de l'éducation nationale en 2001 pour devenir guide de voyage dans le monde, Inde, Proche-Orient, Europe, Amérique centrale. J'ai aussi beaucoup photographié. Mon but, c'était de devenir en fait reporter, hein. Beaucoup photographié, écrit, publié des reportages sur les spiritualités du monde. Travaillé dans l'éducation alternative, j'ai monté une scope pour les élèves raccrocheurs, hein, ce qu'on appelle, vous savez, les fameux décrocheurs, accrocheurs d'éducation nationale. Dans une structure expérimentale, j'ai monté une scope de commerce équitable qui s'appelait Le Local à Grenoble, qui était innovante même au niveau national avec des fringues, un salon de thé, voilà, toute une vie associative. Mhm. J'ai aussi travaillé dans le tourisme solidaire, donc je l'ai dit comme guide. Et puis en 2010-2011, là, j'ai décidé de vraiment de me consacrer à l'écriture et à la photo. Travailler l'écriture d'essais ou de livres sur la poésie après des carnets de voyage, des essais sur les mythes, civilisations, prophéties, histoire des peuples, légende du Graal, mais aussi tout ce qui est histoire de l'Inde, parce que j'ai enseigné aussi l'histoire de l'Inde dans une université populaire. Et puis j'ai monté en 2014 une galerie café bio-équitable à Grenoble, d'où je vous parle, qui s'appelle la Vina. C'est l'instrument de musique d'une déesse, de la déesse de l'éducation, de la sagesse, Sarasvati, et qui est un lieu, donc, comme j'ai dit, bio-équitable, lieu relais pour la finance éthique, à travers de la documentation pour la NEF, une société financière éthique, droit des peuples, documentation sur le tourisme solidaire, et il y a aussi des concerts, des rencontres, des conférences, et c'était un peu le QG de la résistance pendant les années de confinement, hein, où je demandais pas le masque ni le pass. Et on a même fait l'opération Restons ouverts. J'étais le seul à Grenoble, voilà, à faire cette opération-là, et la presse est venue, c'était assez drôle, avec Maître Jean-Pierre Joseph, un collègue de Carlo Brusa, qui est notre avocat à Grenoble, Maître Jean-Pierre Joseph. Donc aujourd'hui, vous avez écrit plus d'une quinzaine de livres et je vous ai demandé de choisir un livre à nous présenter parmi ces 15 et vous avez choisi Autour du carré magique. Pourquoi? Alors, c'est un livre que j'ai coécrit avec Romain Teixeira. C'est lui qui est à l'origine de cette recherche sur le carré magique. Et je peux montrer la couverture, peut-être? Allez à l'image. Ah, ok, très bien. Bon. Euh, En fait, c'est un carré qui a été, on ne sait pas comment il a été élaboré. Il a été retrouvé dans beaucoup d'endroits de l'Empire romain. Il date du 1er siècle ou 2e siècle, 3e siècle après Jésus-Christ, selon les versions, qui constelle, on va dire, le Proche-Orient et l'Europe jusqu'à l'Angleterre, à partir de Dora Europos en Syrie, jusqu'au nord de l'Angleterre, un peu en suivant le méridien Apollon-Saint-Michel, qui est une ligne sacrée, voilà, qui nous parle aussi de l'époque d'aujourd'hui. Alors, Sator Arepo Tenet Operaotas, ça veut dire le semeur par sa charrue tient les roues dans son œuvre, dans son travail. Et au centre, on voit qu'il y a une croix formée par le mot Tenet, qui est répété deux fois. Et ce mot, il a inspiré Christopher Nolan, le réalisateur le plus célèbre du moment pour Oppenheimer, pour son film Tenet, qui est un film sur l'intelligence artificielle, la possibilité pour une intelligence artificielle du futur de détruire notre humanité, parce que nous-mêmes, nous sommes en train de détruire la planète. Et ce film de Christopher Nolan, il est sorti en plein Covid, en été 2020. Nous, on avait fait une émission avec Romain au printemps 2020, donc on a été stupéfait de voir que ce film sortait. Et en fait, cette inscription, on voit qu'elle peut se lire dans tous les sens. Donc c'est un palindrome, mais aussi un boustrophédon, un On va rester en amphibole. fait justement dans ce carré, ces 5 mots, hein. Voilà. Et en fait, c'est le résumé de la sagesse antique. Il a été gravé par des premiers chrétiens. Alors, l'exemplaire sur la couverture, là,
C'est à Grenoble, sur une porte grenobloise, hein, qui date du XVIIe siècle, mais les premiers datent du 1er siècle. Ils ont été retrouvés à Pompéi. Ils datent de juste avant l'éruption du Vésuve. Donc, c'est les premiers chrétiens qui auraient gravé ce mystère, cette énigme archéologique, et elle a une infinité de sens. C'est un peu comme le Da Vinci Code, en fait. C'est un peu comme s'ils avaient capté un logiciel permettant de résumer la sagesse de l'Antiquité à travers des racines sacrées de mots qui ont trait à la mythologie grecque, à l'Égypte, à la Kabbale, à la gnose, mais aussi au christianisme, hein, qui est né dans ce contexte du Proche-Orient, fortement hellénisé. Mhm. Et dans la liturgie chrétienne, tout ça, on a intégré beaucoup de choses d'autres religions, hein, comme l'Égypte ou la sagesse grecque, etc. Et en plus, c'est comme si c'était un peu un miroir du temps qui permet de lire l'avenir. Parce que vous savez que tout ce qui est du domaine du mythe, du rêve, en fait, ça nous parle à la fois du passé, du présent et du futur. Parce que ce sont des archétypes. Et donc, en interprétant ce carré, c'est un peu comme, vous savez, le code de la Bible qu'avait étudié, vous savez, en prenant la Bible, on pouvait retrouver un certain nombre de choses. C'était un best-seller à la fin des années 90. Mais là, c'est beaucoup plus condensé. C'est une sorte de pierre philosophale, hein, et quelque chose qui nous, voilà, un diamant aux multiples facettes, avec beaucoup de rigueur, les anciens ont mis des choses extrêmement polysémiques. Voilà. Et c'est vraiment fascinant, et il faut se poser la question, pourquoi est-ce que Christopher Nolan, qui a parlé de Nikola Tesla dans Le Prestige, qui a parlé de la réversibilité du temps, de la vie extraterrestre, hein, euh, de la possibilité de nous détruire par nous-mêmes, hein, avec Oppenheimer, pourquoi il a eu envie de construire un film autour du carré magique? Sator, c'est le méchant, hein, évidemment, il est russe, hein, et ça c'est toujours pareil. Arepo, c'est le faussaire. Tenet, c'est l'organisation qui doit sauver le monde et qui est symbolisée, vous savez, par des doigts qui s'entrecroisent, hein. Opéra, c'est le port franc, hein, où s'échange le temps. Et Rotas, je crois que c'est l'association, enfin, c'est la structure, c'est l'entreprise, hein, voilà. Donc il y a vraiment un message adressé à l'humanité. Et je terminerai par cette chose-là aussi, c'est que Christopher Nolan, c'est quelqu'un qui, en tout cas j'ai lu ça sur des sites, hein, qui n'a pas de portable et qui n'a pas d'email. C'est-à-dire qu'il se méfie véritablement de l'intelligence artificielle, de ce contrôle total de l'humanité qui aboutit au transhumanisme et à rendre l'humanité obsolescente. Voilà. Et donc il adresse vraiment un message à travers ce film, Tenet, hein, comment faire pour éviter d'être finalement effacé de l'histoire par une explosion atomique et par une intelligence artificielle. Et aussi sachant que dans ce film-là, hein, il y a l'idée de la réversibilité du temps, du libre arbitre, hein, et de l'idée d'une organisation secrète qui va sauver l'humanité en secret. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de fort qui est adressé à l'humanité à travers ça. Ah oui, et puis voilà, ce que je cherchais quelque chose, c'est que curieusement, s'il y a bien un événement fondateur au XXIe siècle, hein, qui a permis au gouvernement de faire énormément de choses et à travers le Patriot Act d'avoir accès à nos données, c'est le 11 septembre 2001. Et dans le film, hein, pour ceux qui ont vu Tenet, ils se rappelleront qu'à ce moment, ils font un faux accident d'avion, hein, pour accéder à la chambre forte où le temps peut s'inverser. Et à ce moment, ils disent, eh bien, c'est pas grave, les gens diront que ce sont des terroristes. Donc là, il y a vraiment une petite pique envoyée par Christopher Nolan. Et Tenet, George Tenet, c'était le nom du directeur de la CIA le 11 septembre 2001. Voilà. Et Donc, c'est à partir de ce moment-là que vous avez voulu vous engager dans la politique? alors non, 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 non. En fait, si vous voulez, ce livre-là, bon, on a fait une version anglaise, vous m'avez demandé de Oui, parler d'un oui. livre. Et dans ce livre, j'ai mis énormément de choses de mes recherches. Non. En fait, bon, je m'étais engagé une première fois en 94 avec les Indignés, avec Démocratie réelle. Ensuite, je me suis présenté avec l'Union essentielle en 2001. En 2002, ça c'était au départemental, j'étais tête de liste, donc de toute façon, il y a, hein. Et en 2022, pardon, je me suis présenté contre Olivier Véran sur Grenoble, parce qu'il est d'ici, hein. Vous savez, on a à la fois
On a Olivier Véran et Éric Piolle, qui est un peu l'autre face hein, de- du politiquement correct, mais qui était pour les vaccins. Et donc là, c'était contre Véran avec ma compagne Cathy Pérez. On s'était présenté contre Olivier Véran en 2022. Voilà. Avec Ensemble pour les libertés de Martine Vonner. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, à l'époque, je crois que Carlo Brusa était l'avocat de Martine Vonner. Oui, justement, qui a été relaxé en fait du chef de diffamation récemment. En fait, c'est une nouvelle qu'on a eue il y a quelques jours. Ah, super. Eh bien, j'en suis très heureux. Voilà. Étant donné que Carlo est son avocat. Très Voilà. bien. Donc, Voilà. Et là, elle et ne se présentait pas, elle ne voulait pas se présenter. Du coup, ben, j'ai dit, je vais aller. J'ai été contacté par Loris Elmaillan lorsque j'ai fait un appel pour le European Forum for Acting Vigilance. Donc, je suis un des représentants et voilà, je me suis beaucoup engagé avec cette association internationale. Et du coup, j'ai fait la connaissance de Loris Elmaillan à travers un Zoom que j'avais organisé pour essayer de fédérer la résistance européenne, comme d'autres personnes peuvent essayer de le faire. est-ce que vous pouvez présenter justement Laurie Selmayong parce qu'elle est le numéro un sur votre liste? Tout à fait. Alors, Loris, elle a été très active au sein du collectif de Saintes qui organisait de grands événements, hein, comme le 100e et le 150e CSI. Elle s'est présentée une première fois là-bas, en Charente. Elle est aussi une des organisatrices de la coalition européenne avec Joseph Trito, Éric Loridan, Jackie Cassou. Hein. Mhm. Euh, Joseph Trito étant le président de cette coalition et moi-même étant le vice-président. Elle a un parcours, alors c'est assez dingue, hein, mais Laurie Selmayan, en fait, a été l'assistante de Jean-François Delfrécy du conseil scientifique. Bien Mais sûr. qu'il soit donc je veux dire qu'il passe du côté obscur de la force, il a peut-être toujours été, mais en tout cas, ça s'était pas révélé avec autant de clarté. Donc voilà, donc elle a bien compris qu'il y avait un problème, hein. Voilà, quand elle a vu ça. Et voilà, donc voilà, elle a un parcours ben, justement dans les ressources humaines, ben, du coup avec au niveau de la santé. Euh, le numéro 2 du coup, c'est Maxime Mayoral, hein, qui est sur Toulouse, qui travaille chez Airbus. On a aussi Tiaga Bruni, hein, qui est la porte-parole du CRAN, le Conseil représentatif de l'Association Noire de France. On a Éric Loridan, qui est un chirurgien bien connu de la résistance. Voilà. Et on a aussi du chapiteau. Alors, zut, j'ai oublié son nom, mais il est assez connu, il a un nom assez bref, malheureusement son nom m'échappe, mais voilà, c'est un gilet On jaune, retrouve sur votre liste, justement. voilà, voilà, et qui a été pas mal engagé avec Alliance du Peuple, voilà, ça me reviendra peut-être. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer la genèse un petit peu de la ruche citoyenne? Parce que c'est un mouvement qui est très récent, qui a été Alors, fondé en 2023. c'est assez simple. Alors, je dois dire que moi, j'étais très occupé par pas mal de choses parce que voilà, j'ai ma galerie, j'ai les bouquins, j'ai aussi l'essai de fédération de la résistance européenne, l'organisation, enfin, participé à Genève aussi, ce qui s'est passé, et puis à d'autres événements internationaux. Donc j'ai pris un peu le train en marche, mais en tout cas, parmi les fondateurs de la rue citoyenne, il y a des gens qui étaient contre la dictature sanitaire et qui le sont toujours. Il y a d'anciens gilets jaunes, il y a des écologistes et des gens engagés dans les droits de l'homme et les droits fondamentaux. Euh, Et puis, aussi des régionalistes, entre guillemets. Alors, le terme régionaliste, aujourd'hui, je trouve qu'il n'est pas forcément très bien vu, alors que justement, ce qui fait la beauté de la France et de l'Europe, c'est la diversité, c'est le fait de garder les terroirs, et beaucoup plus que les terroirs, c'est les langues, c'est la richesse artistique, c'est la mémoire, c'est la créativité, c'est l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on fait une guerre totale contre la mémoire pour contrôler l'avenir, comme disait George Orwell. Et ce qu'on appelle le régionalisme, c'est juste garder la mémoire, garder l'art de vivre, garder ce qui fait le suc de la vie, ce qui fait la beauté et la diversité de la vie. Voilà. Et donc, eh bien, ces personnes-là se sont unies pour faire cette théorie citoyenne. Il y a aussi Alexis Boudot Voilà, de qui est Montpellier, Alexis Boudot? Parce un qu'on voit que écologiste. c'est le fondateur justement de la ruche et on ne le retrouve pas Voilà. sur la liste. Non, en fait, il coordonne encore, peut-être qu'il est trop occupé. Je dois dire que tout ça s'est allé assez vite.
Mais en tout cas, moi, ce sont des personnes qui m'ont inspiré confiance parce que il y avait l'idée de faire démocratie ensemble. D'ailleurs, il y a l'idée de réécrire la Constitution européenne, hein, mais aussi une sorte de pied d'égalité qui m'a attiré. Ceci dit, bon, je déplore vraiment qu'il y ait 38 listes, et si je me suis engagé avec la Ruche citoyenne, c'est aussi parce que la Ruche a essayé, comme d'autres listes, hein, comme c'est le cas des Patriotes ou d'autres, etc., de faire l'union des listes, des listes résistance. Et moi, c'était mon idéal. Voilà, malheureusement, on n'y est pas arrivé. Il y a eu pas mal de Zoom, on n'y est pas arrivé, mais la Ruche a beaucoup œuvré pour ça. Du Vous coup, avez bon, essayé avec quel parti à ce moment-là de faire des coalitions? eh bien, il y a eu de nombreux contacts. Il y a des contacts qui ont été pris avec le parti d'Antoine Weichter, le parti écologiste, mouvement écologiste indépendant, hein. Il y a des contacts qui ont été pris avec Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, avec Philippot, avec tout le monde. Et moi, je suivais ça. J'étais tenu au courant par Loris Mhm. et par Maxime, hein. Mais malheureusement, il y avait toujours quelque chose qui coinçait. Alors attention, je vais surtout pas, je connais pas les arcanes, hein. Donc je vais pas dire que tout était toujours de la faute des autres, absolument pas, hein, je sais pas. Voilà. Mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement, c'est une loi de l'histoire, mais c'est une loi qu'il va falloir changer parce que la France, c'est précisément le pays de ceux qui ne croient pas dans la fatalité, hein. Et s'il y a bien un génie de l'Europe, c'est de dire on va écrire l'histoire, hein, parce qu'on est issu de peuples qui ont quitté euh, des bassins ethniques très anciens, qui sont toujours allés vers le soleil couchant, en laissant derrière eux les superstitions, les fatalismes, les peurs, etc. Et je crois que l'Europe et l'Occident a pour mission de, entre autres avec d'autres peuples, de faire l'histoire, hein. Et plus dans d'autres pays, il y a l'idée de garder la mémoire, voilà. Certains qui gardent les valeurs, d'autres qui se débarrassent de ce qui est plus bon, hein. Mais il faut faire la synthèse, vraiment. Comme disait Jung, il faut dépasser les opposés, il faut faire la synthèse de ce que l'humanité a de meilleur. Bref, en tout cas, ce qui fait qu'on n'a pas réussi à s'unir, c'est parce que dans les partis, d'abord, il n'y a pas eu de véritable pression de la base. Il aurait fallu qu'il y ait une très forte pression de la base. Enfin, d'abord, à égalité, pression de la base, pas forcément de volonté de la part des têtes de liste, hein, qui auraient dû dire on va s'unir. Et après, c'est les moyens. Moi, je l'ai dit, c'est pas très compliqué sur les principes de s'unir. Je veux dire, il faut se mettre d'accord sur des valeurs communes, voilà, qui sont pas négociables. Et là, c'est obligé qu'il y en ait des fondamentales, pas uniquement un ennemi commun, mais aussi des valeurs communes, hein. Voilà. Il ne faut pas partir en disant il n'y a pas de programme, on verra après, parce que ça, c'est suicidaire et ça montre qu'on n'a pas réfléchi sur les questions. Parce que dire qu'il n'y a pas de programme, c'est de la démagogie. Je veux dire, moi, je ne suis pas pour le tirage au sort. Je pense que ceux qui méritent par leurs actes et par leur programme et par leur honnêteté, par leurs compétences d'être élus, eh bien, ils méritent d'être élus. Voilà, le tirage au sort, ça peut être très, très, très dangereux, hein. Voilà. Après, une fois que les personnes sont élues, il faut marquer les personnes à la culotte, hein. Mais en gros, on n'y est pas arrivé parce que il n'y a pas eu de programme commun, parce que chacun voulait garder ben, sa position de tête de liste, parce qu'on se méfiait de l'autre aussi, je pense, hein, parce qu'il n'y avait pas assez de confiance, mais peut-être que s'il n'y avait pas assez de confiance, il n'y avait pas assez de dialogue ni d'anticipation en disant, voilà, je ne toucherai pas à ça, je ne toucherai pas à ça, je ne toucherai pas à ça, hein. Mais par contre, ça, on va le faire parce que c'est incontournable. Voilà. Mais moi, j'espère vraiment que pour la prochaine fois, on pourra le faire et j'engage vraiment tout le monde à voter pour les listes uniquement résistantes et pas l'opposition contrôlée avec la dictature d'extrême centre qui s'approche de nous. Il faut vraiment soutenir ceux qui ont mouillé le maillot depuis le début, qui ont pris des risques. On voit Martine Warner, des gens comme Philippot, Asselineau, etc. Bon, à des degrés divers et la haute citoyenne, évidemment, hein. Ceux qui ont vraiment porté une parole forte depuis le début, qui ont pris des risques, il faut les soutenir. On ne peut pas dire que ça sert à rien. Il faut montrer qu'on est avec eux et qu'on fait beaucoup. Et même si on n'a pas de représentants, en montrant qu'il y a eu beaucoup de votes, ça va encourager tout le monde à dire, eh bien, la prochaine fois, on s'unit et comme ça, on est représenté. Voilà, c'est fondamental, il ne faut pas les abandonner. Bon, alors, je reprends les valeurs communes. Sur votre site, on voit, c'est marqué la ruche citoyenne pour le climat, pour l'Europe et les régions. Est-ce que ce sont les valeurs communes, ces valeurs-là que vous défendez aujourd'hui? Alors, vous parlez de la ruche ou des autres listes Non, résistantes? non, c'est beau, sur la ruche citoyenne, en fait. Alors oui, ces valeurs, on les défend. Après, bon, moi, je n'ai pas élaboré ces trois valeurs.
Le climat, bien sûr que l'être humain peut modifier le climat. Ça s'est vu à travers l'histoire. Quand on rase toutes les forêts, quand on désertifie, on dérègle le climat. C'est comme un être humain, si on lui enlève toutes ses défenses immunitaires, on va le dérégler, bien sûr. Par contre, la question du réchauffement climatique, ça c'est une question un peu piège, où il y a beaucoup de débats, qui est clivante, et chez les complotistes, entre guillemets, il y a aussi des climato-sceptiques. Par contre, je dis, on n'a pas le droit de faire la violence qu'on fait subir à la Terre, aux océans, aux éléments, aux animaux. Donc ça, c'est fondamental. Voilà. Ensuite, par rapport aux régions, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est fondamental de préserver la diversité, la beauté architecturale, qu'on ne laisse pas disparaître les langues, les danses, les arts, et qu'il y ait une forme aussi de souveraineté quelque part à certains niveaux des régions. Pourquoi? Parce que les gens sur place savent aussi bien quels sont leurs problèmes locaux et leurs solutions locales. Là, je vous parlais avant l'émission du fait que là, je suis sur place Notre-Dame à Grenoble, il y a la statue de la commémoration de la convocation des États généraux. La Révolution française, elle a commencé comment? Elle a commencé parce que le roi, Louis XVI, hein, a voulu supprimer le Parlement du Dauphiné. Et les Grenoblois sont montés sur les toits et ils ont jeté des tuiles sur la garde royale. Et quand on est sur des toits et qu'il n'y a pas de drone, etc., etc., et qu'on est dans des rues et qu'on se fait bombarder par des tuiles, eh ben, la seule solution, c'est de partir. Du coup, la garde royale a quitté Grenoble. Ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Demain, on va célébrer à peu près le 240e anniversaire de ça à Grenoble par la journée des Tuiles, hein. Ça s'est passé juste à côté d'ici, au lycée Stendhal, bon, près du lycée Stendhal. Et du coup, voilà, parce qu'on a voulu abolir la possibilité pour un Parlement de représenter ses habitants. Voilà, vous voyez, donc on est en pleine dans l'actualité. Donc le régionalisme, c'est juste comme la diversité, comme la souveraineté, hein. Mais faut pas oublier que l'État français, il s'est comporté envers le pays Qatar, envers la Bretagne, envers de nombreuses autres régions, envers la Corse aussi, hein, comme un État colonialiste, en envoyant ces gens-là se faire tuer les premiers à la guerre, hein, les Bretons peuvent en parler, les Corses aussi, en essayant d'exploiter la terre sans aucun respect, Jules Ferry a dit aux instituteurs qui allaient intervenir en Bretagne, rappelez-vous que vous êtes là pour détruire la langue bretonne, textuellement. Voilà. Et puis après, on les a envoyés les premiers se faire tuer à la guerre, les Bretons, parce qu'ils avaient une très forte démographie et qu'il y avait des Mhm. théories sur la supériorité des races, comme quoi la race celte était quand même moins bonne que la race franque. Donc il valait mieux. Voilà. Donc tout ça, ce sont des faits historiques sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, qui sont très durs à entendre, mais qui sont la réalité. Et quand on voit aujourd'hui qu'on accuse certains indépendantistes ou identitaires des régions d'être fascistes, alors que justement, ils ont subi le fascisme d'État pendant très longtemps. Et en Italie, il s'est passé des choses comme ça aussi par rapport au sud, ou par rapport à des régions du nord, etc. Donc, la connaissance de l'histoire est fondamentale pour le devoir de justice. Et aujourd'hui, ce qui manque vraiment, c'est que chaque peuple puisse entendre qu'effectivement, on lui a fait de l'injustice, mais que lui aussi, parfois, il a commis l'injustice. C'est comme ça qu'on peut guérir la mémoire et c'est fondamental. Oui, parce qu'à ce moment-là, par rapport aux régions, comment voulez-vous faire entendre le territoire? Parce que vous le dites dans votre programme, les territoires au cœur de la décision politique. Donc, comment faire entendre la voix des territoires dans cette Europe, qui se veut de plus en plus fédérale? Et justement, et c'est là que l'Europe, elle est très forte, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, elle dépaisse les États tout en donnant l'impression de favoriser les régions, parce qu'en fait, elle transforme les régions en parcs d'attractions avec du folklore, etc., mais en enlevant ce qui fait la vraie spécificité des régions, c'est toujours pareil, hein. Mais en fait, comment faire ça dans le cadre de l'Europe? Ça peut être faire voter des lois pour ce qui est des langues régionales et pour protéger cela. Ça peut être. Alors, il y a des choses, il faut faire attention parce que tout n'est pas du ressort de l'Europe, hein. Mais en tout cas, pour ce qui est. Là, je vais prendre. J'ai été invité à Annecy la semaine passée, du coup, j'avais bien bossé les points parce qu'ils nous avaient posé des questions. Moi, je vous parlais de l'Europe fédérale, étant donné par rapport au discours de Mario Draghi qu'il a fait le 16 avril, où il disait justement, il avait le désir d'une union, que l'Union européenne s'unisse pour devenir les États-Unis d'Europe, à l'image Oui, des... alors ça c'est le projet depuis le début, hein, le projet Voilà. de Schuman et comment il s'appelle l'autre, Jean Monnet. Ça, c'est le projet depuis le début, tout à fait. Donc, en fait,
Voilà, c'est très fort que l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, membre du Club Bilderberg, il parle de ça parce que ça, c'est le projet depuis le début. Ils sont très patients et l'agenda, il est bel et bien là. Donc, comment faire pour lutter contre ça? Ben, déjà que les gens eux-mêmes, par exemple, parce que une chose très importante, hein, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que c'est nous aussi qui avons le pouvoir. C'est-à-dire, voter, c'est indispensable, c'est fondamental, mais c'est pas suffisant. On peut adresser des messages forts en votant pour des gens qui ont ces idéaux de régionalisme, hein, qui vont porter cette voix, un peu comme Nigel Farage, dont je connais pas grand-chose d'autre que ça, donc c'est peut-être quelqu'un de pas bien du tout, mais c'est lui en tant que député européen qui a porté la cause du Brexit et qui l'a fait entendre. Et donc ça veut dire que la voix d'un député européen n'est pas vaine. Bon, mais en tout cas, porter des voix comme ça sur la protection des langues régionales, sur la protection des identités, sur l'interdiction de parcs, etc., bon, hein, qui détruisent l'environnement. Bon. Mais en même temps, ce sont les habitants des régions eux-mêmes qui doivent continuer à faire vivre leur culture en apprenant les langues telles que l'occitan, le breton, le corse, l'alsacien, tout ça. Hein. C'est-à-dire que là, le pouvoir, il est quand même dans les individus quand on voit aussi la trahison de leur programme euh, parmi ceux qui sont à la tête de l'Union européenne. Hein. Bon, sincèrement, je pense qu'il n'y aurait pas de trahison de ce point de vue-là de la gauche citoyenne parce que il y a beaucoup de personnes dans le sud-ouest, hein, et puis dans le sud-ouest aussi, ils ont un passif douloureux, hein, en termes d'oppression à travers justement l'oppression des Qatars, l'agriculture industrielle et beaucoup de choses, hein, où ils ont pas mal ramassé en termes de PAC, par exemple, de politique agricole commune. Ça peut être la protection des produits locaux, euh, ce Oui, genre parce de que choses. je vous coupe. Miguel Farage, qui avait lancé son mouvement en 86, lui il était pour le Brexit. Vous, vous n'êtes absolument pas pour le Frexit. Alors, c'est pas qu'on n'est absolument pas pour le Frexit, et là, peut-être que ça aurait dû être mis de façon plus claire, mais en tout cas, pour la souveraineté de la France, oui. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas affiché comme tel, comme chez Philippot ou chez Asselineau, mais il y a vraiment l'idée que les pays doivent garder leur pleine et entière souveraineté parce que c'est la base du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas affirmé en tant que tel. C'est vrai. Oui, Ça aurait peut-être gagné à l'être, voilà. Encore une fois, étant arrivé un peu tardivement sur cette liste, hein, voilà, bon, en tout cas, il y a eu une grande consultation qui a touché 130 000 personnes pour le programme de la rue citoyenne. Et peut-être que le choix a été fait à ce moment-là, sans doute, hein, que le choix a été fait de ne pas exprimer de façon trop directe cette idée du Frexit qui peut-être est considérée comme prématurée. Mais en tout cas, je peux vous dire que le souverainisme, il est vraiment très très fort dans la rue. oui, faire entendre votre voix au Parlement, étant donné que un député européen n'a pas de pouvoir pour faire des lois. C'est la Commission Alors, européenne. ça c'est effectivement très important ce que vous dites, effectivement, et j'avais travaillé ça avant le débat d'Annecy, auquel Alexis Boudot m'avait convié, puisque lui, il habite trop loin. Effectivement, j'étais allé voir Vous avez tout à fait raison, ça c'est très très important, c'est-à-dire que c'est la Commission européenne non élue qui est cooptée. On se rappelle de Pierre Moscovici, hein, un député à l'époque c'était pas la France insoumise, hein, mais de Mélenchon avait qualifié de ministre de la Finance européenne, et on l'avait traité d'antisémite parce qu'il avait dit ça. Mais Pierre Moscovici, hein, vraiment de la gauche caviar par excellence, a été recruté directement pour la Commission européenne. C'est la Commission européenne qui émet les lois et les députés européens, qui sont au nombre de 700, ont le droit de proposer des amendements, de faire des critiques, etc. Mais effectivement, c'est totalement pyramidal, c'est vrai. Oui, étant donné que ce n'est pas toutes les lois en plus qui passent par le Parlement européen pour justifier, pour appliquer les lois. Et après, c'est une ratification des 27 États. Voilà, sachant qu'il y a aussi le Conseil de l'Union européenne, il y a des chefs d'État, des ministres, des représentants. Donc, vous savez, j'ai été à Bruxelles pour une manif avec mon ami Gilet jaune, là, Nicolas Lefebvre. Voilà, il y avait 27 ministres. Bon, on n'a pas réussi à les voir, mais je me suis promené au Parlement européen et sincèrement, je veux dire, c'est une gigantesque machine. Vous savez, on parle dans le libéralisme économique de l'effet de ruissellement, c'est-à-dire que celui qui est au sommet, il s'enrichit,
c'est comme une coupe de champagne. Une fois qu'elle est pleine, naturellement, elle va ruisseler sur les autres coupes. Et donc l'enrichissement au sommet profite à tout le monde. Ça, c'est la théorie du libéralisme économique d'Adam Smith, le ruissellement. Voilà. Mais en fait, le ruissellement, il se passe dans l'autre sens. Le ruissellement, il défie les lois de la gravité à Bruxelles et il part des populations et il monte vers le sommet de l'Union européenne. Effectivement, c'est une gigantesque machine à pomper de l'argent et à prendre la liberté des gens pour la concentrer. Voilà. Mais pour autant, il faut à tout prix, pour moi, s'emparer il fallait s'emparer à tout prix de ces élections européennes. J'en ai parlé avec Martine Vonner, hein, elle est très franche, et moi aussi je lui ai dit, Martine, c'est vraiment dommage, là tu dis non, il faut pas y aller. Pour moi, il faut soutenir ceux qui y vont, parce que c'est une tribune possible, la preuve, on est en train de parler, la preuve, je suis passé dans le Dauphiné libéré, Loris Selmain est passé à la télé, d'autres sont passés dans d'autres journaux, à la radio, etc. Parce que c'est une tribune pour dénoncer des choses, et il faut en profiter, voilà. C'est un peu le truc de l'action désintéressée, hein, comme on voit dans la Bhagavad Gita, hein, il faut faire cette guerre sainte, entre guillemets, cette guerre sacrée, mais en étant quelque part détaché du fruit de l'action, le faire pour le mieux, mais avec détachement, parce il y a de forts risques qu'on ne soit pas élu. Par contre, si on s'était tous unis, comme était nombreux à le vouloir, mais peut-être qu'on serait arrivé aux 5%, hein, sachant aussi que Nicolas Dupont-Aignan a préféré se retirer et que tout n'est pas perdu. Donc j'engage vraiment les gens à voter, à boycotter l'abstention et être responsable et à ne pas laisser le pouvoir, ça c'est fondamental. Ne vous abstenez pas, pour moi c'est vraiment désolé, c'est une trahison quoi. Votez pour, voilà, pour ceux qui sont vraiment résistants. Ne votez pas utile parce que c'est voter pour des gens qui ont déjà trahi et qui trahiront encore. Voilà. Justement, en parlant d'impliquer les gens dans les élections, vous avez une des mesures, c'est d'impliquer les citoyens dans le processus de décision. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Eh ben, déjà, il y a le programme de la ruche citoyenne hein, qui a été Oui. élaboré à partir d'une grande consultation. Donc ça, c'est bien. Il y a l'idée de réécrire la Constitution. Alors ça, on peut considérer que c'est un peu utopique, hein, mais il y a aussi l'idée de conseil citoyen, de consultation, de faire remonter les choses. Hein. C'est-à-dire que là, il y a vraiment l'idée de prendre le pouls hein, de la population. Ceci dit, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Pour moi, il est fondamental de ne pas faire preuve de démagogie, c'est-à-dire que moi, personnellement, je ne suis pas alpiniste. Si je décide de me remettre à faire quelques sommets à mon humble niveau des 3000, eh bien, je suivrai le guide parce qu'il est expérimenté, il sait où sont les crevasses, il sait où la roche est pourrie, il connaît les pièges, il sait interpréter la météo. Donc la compétence, l'honnêteté, le parcours des personnes, il est fondamental. Voilà. Par contre, c'est fondamental aussi de lancer des consultations et d'entendre tout le monde, quel que soit le diplôme des personnes. Hein. Parce qu'il y Mhm. a des gens qui n'ont aucun diplôme, mais qui sont des personnes extrêmement compétentes et honnêtes. Il faut à tout prix les écouter, des personnes de terrain ou des personnes intuitives, des victimes aussi, parce qu'un programme, on le fait par rapport à des propositions, mais aussi par rapport à des dangers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, une des meilleures armes qu'on puisse avoir pour lutter contre la vaccination obligatoire, ce sont les témoins. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui ont expérimenté dans leur chair sont les mieux placés pour en parler, hein, enfin, en tout cas sur le même plan d'égalité que des gens qui ont fait partie de l'industrie pharmaceutique, que des gens qui ont étudié les vaccins, que des gens, voilà. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une convergence des compétences à tous les niveaux. Et ça, c'est vraiment c'est aussi l'esprit de la Renaissance et des Lumières. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui sous-tend la politique française, c'est issu des Lumières. Les philosophes, le contrat social, Rousseau, Voltaire, Diderot, d'Alembert, Montesquieu, l'esprit des lois, le contrat social, etc. Voilà. Ils sont assis sur ça. Et c'est l'idée, c'est quoi le contrat social des Lumières? C'est que les personnes les plus compétentes, les philosophes, mais avec les artisans, on prend l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, il y a des centaines de planches pour tout construire, etc. Hein. Les gens les plus compétents, les plus honnêtes, les plus éclairés, connaissant la philosophie, connaissant les sciences, connaissant les arts, connaissant l'histoire, vont se mettre ensemble pour guider la population vers le progrès et le bonheur par la connaissance. Bon. Mais des gens éclairés, il y en a chez les artisans,
Il y en a chez des gens qui n'ont aucun titre, mais qui connaissent la vie, et chez ceux qui sont témoins des injustices. Voilà. Ça, il faut les entendre, hein, il faut faire une grande consultation, hein, c'est fondamental. Et puis, ne pas recommencer l'histoire à partir de zéro. Il y a des choses qui ont marché, il faut les utiliser, il faut voir si le contexte est toujours le même, hein. Voilà, il faut vraiment utiliser à la fois la théorie et la pratique et ne pas dire on va tirer, enfin voilà, je suis contre le tirage au sort. Je suis contre l'idée qu'il n'y a pas de programme, tout ça, parce qu'en réalité, ça, on peut le constater, ça a été vraiment le chaos dans beaucoup de situations. On perd du temps et après, on perd l'espoir. On perd l'espoir, on a été déçu une fois. Vous prenez le mouvement Cinque Stelle en italien, Cinque Stelle avec Pippo Baudo, le candidat italien. Bon, il gagne une première fois. En 2013, il dit il faut boycotter l'hémicycle. Boum. Bon, c'est terrible. Il gagne Mhm. une deuxième fois avec la Ligue en 2019, mais peu à peu, des candidats ont trahi, quoi, hein. Ça, bon, finalement, ça a amené à avoir Draghi, etc., etc. Bon. Et, et, et la présidente du Conseil italien aujourd'hui, rappelez-moi comment elle s'appelle, Giorgia Meloni, Denis. qui déjà, justement, chaque semaine, elle allait voir Draghi. Bon, quand on voit qu'une candidate se présentant comme l'alternative, qui sera un peu l'équivalent de Marine Le Pen, chaque année, il va voir l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, etc., on peut se douter qu'il ne va pas se passer quelque chose de bon, quoi. Voilà. Donc, il faut suivre le parcours des gens. C'est toujours pareil. Je veux dire, les hommes politiques, ou ceux qui sont Mélonis, les médecins, oui, pardon. Mélonis voulait justement souverainiste à l'origine et actuellement a été complètement absorbée par l'Union européenne. Voilà, donc la question, c'est est-ce que c'est une fatalité? Et là, justement, hein, il y a, vous savez, John Fitzgerald Kennedy qui disait, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et 30 ans avant, Roosevelt, au moment du New Deal, il disait aux gens qui manifestaient, qui demandaient des réformes, et qui demandaient des choses qui étaient très dures à faire pour lui, parce qu'il se heurtait au lobby, à l'état profond, il disait, mais ce que je ne peux pas faire seul, sortez par millions dans les rues et obligez-moi à le faire. C'est pour ça que la représentativité est très très dure. Si derrière, il n'y a pas le pouvoir de la consommation, le Mhm. pouvoir du boycott, le pouvoir de la parole. Voilà. Parler, voter, consommer, boycotter. Voilà. Par exemple, Patrick Drahi, hein, a perdu 450 000 abonnés récemment avec SFR. Pourquoi? Parce qu'il collabore ouvertement avec l'armée israélienne. Vous savez qu'il a 5 passeports, hein, entre autres, il a un passeport israélien, français, portugais, libanais. Bon, bref. Et bien, les gens boycottent. Ah, et ça, c'était l'arme de Gandhi. Loris Elmayan cite Gandhi, hein. Gandhi, c'était Satyagraha. Satya, c'est la vérité, Graha, c'est la force. C'est-à-dire la force de la vérité, c'est-à-dire la force de dire la vérité, de témoigner et de s'attacher à la vérité, de ne pas dévier de la vérité. Et Gandhi, c'était le boycott, c'était aussi l'Inde des villages, c'est-à-dire le fait que les gens, hein, le terme empowerment, hein, c'est le fait que les gens sachent qu'ils ont du pouvoir et leur donner les moyens de connaître leurs droits et de les prendre, hein, et de boycotter. Et la désobéissance civile, c'est les bases de Gandhi. Et ça, c'est fondamental. Et c'est possible. Moi, je cite souvent Gandhi. Comment Gandhi a-t-il transformé le parti du Congrès indien, qui était un parti de bobos, bien intentionnés et tout ça, mais c'était des petits bourgeois indiens qui voulaient sincèrement le bien de l'Inde. Mais ils étaient coupés de la population. En fait, il est arrivé d'Afrique du Sud, Gandhi, il était avocat, et il a amené le parti du Congrès. Pendant 3 ans, ils ont fait le tour de l'Inde dans les trains à la rencontre des plus pauvres des pauvres. Et là, ils ont parlé aux gens. Ils leur ont dit, vous pouvez, vous avez de la force. Vous avez la force, hein. Vous pouvez boycotter, vous pouvez, hein, donc du coup, c'est tisser ses vêtements, c'est boycotter les produits anglais. Vous pouvez faire grève, vous pouvez désobéir, vous pouvez faire des choses immenses. Et bien, il a réussi comme ça à lever des dizaines de millions d'Indiens, hein. Nehru en parle de façon très émue, hein. Il a élaboré des techniques de non-violence qui ont inspiré Martin Luther King et bien d'autres, hein. Mhm. Euh, et il a réussi.
Bon, il a réussi aussi parce que l'Angleterre a été ruinée par la guerre et c'est un travailliste, Attlee qui a remplacé Churchill parce que jamais Churchill n'aurait donné l'indépendance à l'Inde. Churchill, il avait gazé des tribus, il a fait la partition de l'Inde qu'il a manipulée comme les Français et les Anglais ont manipulé la partition du Proche-Orient. Bon, il a résisté à l'Allemagne, c'est bien qu'il ait fait ça. Churchill, voilà, il s'est offert une rédemption. Hein, il a fait un discours magnifique où justement il a mobilisé la langue anglaise. Il a dit nous nous battrons partout, sur les plages, dans les rues, dans les ports, etc. Voilà. Et donc là, Churchill, il a été bon. Il a dit aux Anglais, voilà, il leur a dit nous nous battrons partout. Et quand tout le monde s'unit justement, à la base, tout est possible. Tout est possible. Hein. C'est-à-dire que c'était un des slogans de la révolution en Tunisie. Hein. C'était un ami tunisien qui m'avait dit ça. Le slogan, c'était quand le peuple veut la liberté, le destin doit lui obéir. Voilà. Si on est vraiment nombreux, on peut les faire tomber. Voilà. Et on est des dizaines de millions en Europe. On est des dizaines de millions. Là, j'ai écrit une charte que j'envoie à tous les députés européens pour le European Forum for Action Vigilance, avec lequel je collabore. Et je commence par dire ça. Nous sommes des dizaines de millions en Europe à avoir refusé la politique sanitaire, etc. Et si nous votons différemment, nous pouvons faire tomber le système. D'où En votre idée, France, en fait, de réunir 500 000 signatures pour justement les inscrire à l'ordre du jour du Conseil européen, en fait. C'est voilà. Mais avant même d'avoir réuni ces signatures, voilà, en votant, je veux dire, ça, moi je l'ai dit partout, je le dis partout depuis 6 mois, mais on est des dizaines de millions à avoir refusé les vaccins, les confinements et tout ça. Je veux dire, on est une force gigantesque en Europe. Comment ça se fait? Là, j'étais à Genève. On était à peu près 1500 à 2000 à Genève, à la manifestation contre l'OMS. Ça a été un moment magnifique. Il y avait Malone, il y avait Del Bigtree qui a fait le film Vaxxed, il y avait Trito, il y avait vraiment des personnes super creuses, etc. Il y avait Édouard Philippot et Jean-Frédéric Poisson. Hein. Bon, moi j'y étais, on m'a pas donné la parole, mais bon. Euh, on aurait dû être 1 million à Genève. C'est au centre de l'Europe. Les Italiens pouvaient y aller massivement. Genève, c'est au centre des endroits les plus peuplés d'Europe. Il y a Rhône-Alpes, il y a le nord de l'Italie, il y a le sud de l'Allemagne, il y a la Suisse, etc. On aurait pu être 1 million à Genève. Voilà. On était 2000. Le journaliste qui m'a interviewé de la RTS, il a dit qu'on était 500. Bon. C'était magnifique et ça a été diffusé partout. Mais pourquoi est-ce que tout le monde n'y a pas été? Tout le monde n'y a pas été à Genève parce que, bon, je connais quelques organisateurs et certains sont animés de super bonnes intentions, ils ont un cœur immense. Mais il aurait fallu éviter les représentants les plus emblématiques de chaque pays. Ça aurait pu être le professeur Perron ou Louis Fouché ou le professeur Raoult. Bon, bref. Et que eux-mêmes, ces chefs emblématiques, enfin, ces chefs, oui, ces leaders emblématiques, Carlo Brusa, bon, il n'est pas trop connu en Italie, mais bon, ou d'autres, hein, et chacun aurait dit, maintenant, on va tous à Genève. Et là, bon, imaginez, hein, bon, ça aurait été absolument fabuleux. Mais parce que les leaders des pays n'ont pas dit à tout le monde, oh, maintenant, arrêtez de nous regarder, sortez dans la rue et montrez qu'on est des millions. Et là, ça peut faire boule de neige, voilà. Et donc aujourd'hui, ce qu'il manque, c'est que les leaders de tous les pays disent, arrêtez de nous regarder ou continuez de nous regarder, ok, mais votez, interdiction de s'abstenir, votez pour les vrais résistants, ceux qui l'ont démontré, consommer différemment, boycotter, passer dans une banque éthique, et sortez et témoignez. Témoignez avec des victimes des vaccins, témoignez vers les médecins, témoignez vers les politiques, témoignez vers les journaux, allez-y avec des victimes. Et là, la vérité, elle va exploser. Ça va faire un MeToo gigantesque au niveau du monde. Ça peut faire tomber le système. Ça, on a essayé de le faire le 10 décembre 2022 avec beaucoup d'organismes. J'ai collaboré la plus grande action de témoignage sur l'effet secondaire des vaccins qu'il y a eu. Hein, il y a eu 79 villes dans 53 départements. Voilà, c'est parti d'une idée qu'on a eue à plusieurs avec Réaction 19 et des gens 77 et tout le monde était dans le coup, c'était magnifique. Mais ça, après, on a essayé de l'organiser au niveau mondial. Ça, ça a été un succès, mais ça aurait pu être un beaucoup plus grand succès. Voilà. Donc, il faut que les leaders disent aux gens
de sortir du virtuel, de parler au grand jour, et comme ça, les choses peuvent changer. C'est pour ça que dans votre programme, vous parlez sur la santé, de faire exiger une enquête indépendante sur la gestion de la crise sanitaire et faire appliquer, s'il y a lieu, des sanctions disciplinaires et pénales sans possibilité d'immunité. Oui, voilà, mais disons que, vous savez, des gens qui, dès le départ, se sont engagés, comme Carlo Brusa, je veux dire, que ce soit des avocats, des politiques, des médecins, des présidents d'associations de simples citoyens, qui sont allés au combat, il faut les soutenir. C'est-à-dire que s'il y a une commission, elle a beau faire tout le boulot qu'il faut, cette commission, elle sera endettée, pardon, elle sera enterrée si derrière, il n'y a pas des témoignages massifs, voilà, et publics. Et les victimes des vaccins sont fondamentales. Ouais. Si on pense au Mediator, ne serait-ce que le Mediator, ce qui a fait basculer les choses, c'est le témoignage des victimes. Voilà. Sinon, Irène Frachon n'aurait jamais pu gagner. Voilà. Et puis les journaux ont commencé à en parler parce qu'il y avait des victimes. Bon. Et donc cette commission d'enquête, elle est nécessaire. Hein. Mhm. Les plaintes, elles sont nécessaires. Mais récemment, enfin, il y a 6 mois, le professeur Perron, pour bon sens, témoignait au micro de Pierre Bernérias dans Hold Up 3 ans après. Il disait, on a déposé 60 plaintes avec, avec bon sens. Elles ont toutes été classées sans suite. Je ne sais pas quel est le terme exact. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire des plaintes. Hein. Je ne suis surtout pas en train là, de casser du sucre sur les avocats. Il faut qu'ils Non, continuent. Il non. faut que les citoyens Faut faire les continuent. plaintes pour acter, parce qu'on peut s'en servir pour plus tard. C'est Absolument, c'est fondamental. C'est c'est fondamental. Il faut fondamental. continuer. Mais il faut aussi aller directement parler aux politiques avec des victimes, aller parler aux journalistes avec des victimes, mais toujours avec des témoins qui montrent que on n'est pas juste des gens qui feront des calculs, hein, et qui prêchons avec les beaux principes du droit. Hein. Il faut montrer la réalité parce qu'il faut toucher l'émotionnel, et c'est pas la manipulation, il faut montrer la réalité. Voilà. Et tout ça, ça converge. Les journalistes qui font leurs émissions, les témoins qui parlent, les familles des victimes, hein, voilà, comme ce que font les nombreuses associations, hein, les désenfantés, Verity France et bien d'autres, hein, voilà. Mhm. Tout ça, ça doit converger. C'est comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, il nous faut une guerre totale. Chacun agit d'une façon, mais il n'y a pas une seule chose qui peut changer. On ne peut pas espérer que les politiques fassent tout changer parce que le système est trop noyauté. On peut pas penser que ce soit que les avocats qui fassent tomber le système. Pareil, parce qu'il y a trop de niveau. Par contre, si les politiques, si les avocats, si les médecins, si les victimes, si les citoyens, les associations, si tout le monde converge, là, et en nombre, là, ça peut vraiment tomber. Et il y a des précédents dans l'histoire qui l'ont démontré. Il faut jamais l'oublier. Voilà. Après, ça peut faire boule de neige. Si on a des célébrités, si on a des repentis, ça peut aller très très vite. Voilà. Les célébrités, les repentis, les victimes, c'est fondamental. D'accord. Donc, en fait, si pour converger un petit peu tout le monde, je dirais, il y a d'un côté ceux qui voudraient sortir de l'Europe comme, comme le Frexit, et de l'autre côté, parce que vous êtes tout de même une liste écologique. Donc, à ce moment-là, pour ceux qui ne se retrouvent pas dans le Frexit, mais qui se retrouvent plus dans l'écologie, par rapport aux différentes listes qui existent, il y a la vôtre. C'est là-dedans que vous vous inscrivez, c'est ça? Que vous Alors, pouvez vous oui, inscrire. disons que, alors, encore une fois, nous sommes souverainistes, hein, c'est Oui, oui, bien sûr, c'est pour fondamental. ça. Et le souverainisme, c'est juste le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, c'est la base du droit international. Voilà. Alors, l'écologie, c'est pas parce que nous affichons de l'écologie qu'il n'y a pas des projets écologistes dans les autres listes. Par Mhm. contre, l'écologie est importante. Bon, moi, personnellement, je suis à la nef depuis 25 ans. Je n'ai pas même été pour ça. Je suis en grande partie végétarien, même si je fais des entorses depuis 30 ans. Voilà, je n'ai pas de voiture. J'insiste pas tout le monde à faire ça, hein. Ce qu'il faut, c'est la modération. Mais l'écologie, c'est tout simplement le fait d'arrêter d'exploiter, de consommer la terre. Et l'écologie, c'est l'exigence du respect de la terre, donc de ne pas empoisonner les populations, de respecter euh, le cadre de vie, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange, l'énergie dont on se sert. L'écologie véritable, c'est celle aussi qui évite de déclencher des guerres.
parce que beaucoup de guerres et le terrorisme qu'il peut y avoir, c'est une réaction à la mondialisation énergétique, les guerres du pétrole, les guerres de l'uranium, les guerres de l'eau. Ça remonte à la guerre du feu, hein, c'est toujours la maîtrise de l'énergie. Donc si l'énergie est propre, alors attention, les éoliennes, il y a 20 ans, j'étais pour. Aujourd'hui, les éoliennes, les immenses éoliennes, je suis contre, parce que c'est une absurdité au niveau consommation d'énergie, paysage, production, etc. Et en plus, d'après ce que j'ai entendu dire, hein, à vérifier, mais ça serait, leur démantèlement serait aux frais des personnes qui les ont accueillis sur leur propriété. Bref. Et par contre, il y a une vraie écologie qui est l'écologie du bio ou du local, hein, pas du raisonné qui est un enfumage, hein, mais consommer bio avec ou sans label, hein, local, la finance éthique, Mhm. les énergies propres, le fait d'utiliser beaucoup de vélos. Il pourrait y avoir beaucoup de vélos taxis dans les villes, hein, il y a beaucoup de villes où c'est possible, le partage, hein. Bon, la voiture électrique, c'est pareil. Et les vélos électriques à Grenoble, je pense qu'on est les champions du monde d'Uber, hein. C'est une ville plate, hein. Il y a des pistes cyclables, des dizaines de kilomètres. Aujourd'hui, c'est les Uber et les trottinettes qui demandent de nous écraser avec des racailles ou avec des pauvres migrants qui bossent avec des moteurs électriques qui réduisent en esclavage d'autres populations africaines, hein, et qui bossent comme des esclaves avec des personnes chez eux en regardant du Netflix, qui les font bosser pour une misère, hein, et qui roulent à 50 km/h en pleine nuit, etc., comme des tombeaux vivants, quoi, je veux dire, des tombeaux ouverts. C'est monstrueux la façon dont la mondialisation utilise les peuples. Et les Uber qui prennent évidemment, hein, avec très peu d'avantages pour ces travailleurs pauvres, une grosse marge aux restaurateurs, hein. Vous savez, lorsque tout le monde a été interdit de travail, c'est là qu'on a vu des Uber partout. Évidemment, il y a des relations privilégiées entre Macron et Uber, hein, on le sait. Voilà. Donc, c'est ça, quoi. Consommer local, c'est un devoir, et puis c'est ne pas empoisonner les enfants. Pareil, il y a eu de la démagogie quasiment partout par rapport à la révolte des tracteurs. Sans dire que beaucoup de ces agriculteurs-là voulaient simplement continuer à polluer pareil. Ils y sont réussis parce que le glyphosate a à nouveau été autorisé et on va continuer à empoisonner les enfants, alors que le glyphosate, c'est le Roundup. Voilà. Donc là, il y a vraiment des choses qui sont aussi du domaine de la consommation, du boycott, hein, et de l'interdiction. D'accord. Avant de terminer, je vois sur votre programme, c'est sans abeilles, pas d'Europe. Et dans votre programme, il n'y a rien sur les abeilles. Est-ce que vous Ah, avez quelque chose ou pas? oui, alors, les abeilles, merci de poser la question, il faut toujours revenir aux fondamentaux. En fait, c'est marrant parce au tout début du Covid, j'avais fait une vidéo euh, qui parle de l'étoile France. La France a la forme d'une étoile et aussi d'un hexagone, comme la ruche. Et l'hexagone, c'est la forme la plus résistante du vivant. Et on veut faire exploser l'hexagone. On veut faire imploser l'hexagone. Parce que la France, c'est un symbole. Par tous les côtés de son hexagone, la France est ouverte sur le monde celtique, le monde nordique, le monde germanique, le monde latin, le monde méditerranéen. Et la France, c'est un peu le melting pot. Et la France, elle a ce devoir, cette mission sacrée de réaliser la fusion des peuples. Mais pas une fusion où les cultures disparaissent, absolument pas. Mais faire le vivre ensemble où chaque peuple, comme une abeille qui fait un miel toute fleur, apporte le meilleur de sa culture, hein, de son butin, un butin pacifique, de son butin et de son bulletin. Du coup, j'en profite, hein, voilà. Et voilà. Et c'est très beau cette idée de la France comme une fusion, parce que du coup, qu'est-ce que c'est la France? Si la France est une étoile et une ruche, une alvéole, c'est qu'en fait, la fusion, vous savez, ce Graal de la fusion nucléaire, c'est quoi? C'est l'idée de non pas faire la fission nucléaire qui fait exploser, qui fait une réaction en chaîne diabolique, hein, diabolos, c'est l'explosion, c'est la séparation. La fusion, c'est produire une énergie sans limite, comme le Soleil, qui réalise la fusion, en obligeant les forces centrifuges à converger vers le centre. Voilà. Et ça, c'est le Graal, c'est la fusion, hein. Hein, c'est la réunion des contraires.
Et là, on peut être extrêmement puissant parce qu'on réalise la fusion. Hein. Et c'est la mission de l'étoile. La mission de l'étoile qui guide les autres. Et si la France, le monde entier regarde ce qui se passe en France, c'est parce que on a quand même, et là Macron trahit au plus haut point en voulant partir en guerre par rapport à l'Ukraine, hein. C'est que la France, elle a quand même refusé la guerre en Irak, même si on reproche beaucoup de choses, c'est pas pour rien qu'il y a énormément de peuples qui veulent se réfugier en France, hein, et qu'il y a quand même cette idée qu'on peut réaliser une magnifique fusion du génie de chaque peuple, où chacun garde son génie, garde sa culture, mais on converge dans les droits et les devoirs de chacun, sans démagogie. Voilà. Et ça, c'est possible. Donc, c'est pour ça il faut y croire. Hein. Et c'est ça aussi, ce symbole de la ruche citoyenne, c'est que chacun apporte son bulletin, son butin et fasse du miel. Voilà. Hein. Le miel, c'est aussi de la ruche. La ruche, c'est pas la fourmilière. La fourmilière, c'est la hiérarchie, c'est pyramidal. On ne sait pas pourquoi on s'affaire. Hein, etc. On ne voit pas à quoi ça sert, mais on le fait. Hein. C'est les mégalopoles instrumentalisés. La ruche, c'est chacun qui va chercher le meilleur, qui pollinise, qui est fécond, qui est fertile et qui apporte pour faire du miel. Voilà. D'accord. Est-ce que ça pourrait être le mot de la fin? Si vous aviez un message à transmettre, ça serait lequel? Eh Je vous bien, laisse. de polliniser la France, ça chacun peut le faire, qu'il vote ou pas pour la ruche citoyenne. Hein. Mais en tout cas, de voter, de ne pas s'abstenir, de montrer qu'on est des millions, de ne pas trahir ceux qui ont mouillé le maillot depuis le début, hein, de leur montrer qu'on est avec eux, et ensuite ben, de les obliger à s'unir. Voilà, on va les obliger à s'unir. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre issue. D'ailleurs, j'étais allé à Strasbourg il y a un an et demi, il y avait Virginie Joron qui avait invité pas mal d'hommes politiques. Il y avait Philippe Cruz, hein, et j'avais dit, vous les hommes politiques, vous devez vous unir. Il y avait Christine Anderson, il y en avait d'autres qui s'intéressent. Vous avez le devoir de vous unir pour le bien des peuples parce que votre contrat social, c'est le bien des peuples. Et Philippe Cruz m'avait fait bravo. Voilà. Donc, votons pour qui on veut avec notre conscience, pour les vrais résistants, et après, faisons en sorte qu'il y ait un programme qui commence dès après les européennes d'union de la résistance. Voilà. Et c'est aussi ce qu'on va faire avec la coalition européenne, avec Joseph Trito, avec Loris, avec Éric Loridan, tout ça. Eh bien, merci François-Marie d'avoir participé justement à ce tête-à-tête. Merci TMPX aux manettes, merci justement à Françoise pour le chapitrage, merci Carlo de m'avoir encouragé à prendre le micro ce soir pour justement vous présenter un petit parti qu'on ne vous voit pas trop sur les médias mainstream, justement. Je terminerai par une citation du livre de Carlo, justement. Ne perdons jamais de vue que la gouvernance ne connaît aucune limite et ne reculera devant rien dès lors qu'elle a un programme à mettre en place coûte que coûte. Oui. Voilà. D'ailleurs, juste une dernière chose qui est marrante, c'est que je crois bien il brusio en italien, c'est le bourdonnement. Donc, brusa, Ah, brusio. Voilà. donc c'est pour ça. Voilà. Et donc, si vous avez, merci en tout, merci pour tout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Merci de vos adhésions. Je vous recommande donc justement le livre pour un lendemain sans liberté volée, ainsi que le livre de, voilà, Autour du Ah oui, carré magique. Et aux vous pourrez, éditions de Lavina, oui. oui, et vous pourrez y retrouver justement toutes les informations sur la ruche citoyenne. Merci pour tout. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de voter. Merci Raphaël et merci Réaction 19.